Salut tout le monde. Eh ben, on est reparti pour la suite de notre histoire et cette fois-ci donc on rentre dans un nouveau chapitre. Donc les vidéos jusqu'à maintenant, je les ai tous mis sur une playlist si vous voulez les voir. Donc c'est le tome 1. Là on démarre le tome 2, donc c'est le prologue. Et ce prologue donc s'appelle l'Azéroth primordial. Donc on démarre de suite sur l'histoire d'Azeroth. Donc voilà, on s'était arrêté avant sur le départ de Sargeras du Panthéon, car ce dernier avait découvert un monde corrompu par les seigneurs du vide et par leurs agents, les dieux très anciens, et ayant repéré des Natrésimes, donc des seigneurs de l'effroi, sur ce monde, qui était mort, évidemment. Enfin, il n'était pas vraiment mort parce que le titan à l'intérieur n'était pas. Il n'avait pas succombé. Il n'a pas été tué, en quelque sorte. Mais le monde a tellement été corrompu par le vide qu'il n'avait plus de vie. En fait, il était complètement desséché, la surface de ce monde. Et donc, quand il a interrogé donc, ces Natrésimes donc, ont révélé à Sargeras le vrai objectif des seigneurs du vide, qui était donc de corrompre un titan endormi pour en faire un titan noir et ainsi détruire toute la création ainsi que les titans et toute vie dans le cosmos. Voilà. Donc pendant que et ensuite donc Sargeras, donc voyant ça et puis ressentant les cauchemars parce qu'il faisait pas des rêves le titan endormi, il a tellement été corrompu et les tentacules des dieux très anciens sont arrivés au centre de cette planète et ont enveloppé l'esprit du titan qui ne faisait que des cauchemars horribles et terrifiants. Et donc Sargeras ne pouvait pas permettre qu'un des leurs se relève avec la corruption du vide. Et donc le cœur lourd et empli de chagrin, il a décidé de mettre fin au jour de ce titan avant qu'il se réveille. Et donc il a détruit cette planète et l'a coupée en deux, tout simplement. Et donc le titan est mort sur le coup, évidemment. Et donc après, une fois qu'il est revenu donc en Panthéon avec son apprenti, donc Agramar, pour faire leur briefing de leur mission et de tout ce qu'ils ont vu, Sargeras raconta les derniers événements, ce qui choqua tous les titans. Et surtout, ce qui choqua le plus les titans, c'est que Sargeras a tué un titan, tout simplement. C'est ça qui choquait le plus les membres du Panthéon. Sargeras avait beau s'expliquer, avait beau se justifier, les titans restaient sourds à ses justifications, ce qui manquait pas d'agacer Sargeras. Et dans sa peur, car il avait ressenti vraiment de la peur, il se dit que éradiquer toute vie valait mieux que laisser le vide tout corrompre. Ce que Éonar et Agramar ne toléraient pas parce que la mission première des titans était de veiller sur la vie et veiller sur les âmes mondes. Mais Sargeras resta fixé sur sa nouvelle mission et donc partit et abandonna les siens. Et c'est la dernière fois que le Panthéon vit Sargeras comme un titan. Voilà le résumé de la fin de notre dernière histoire. Donc là, on démarre une toute nouvelle histoire. Donc on a toujours les titans qui cherchent d'autres âmes mondes, mais évidemment, ils en trouvent de moins en moins. Ils en trouvent même quasiment plus. Ils commençaient à désespérer sans pour autant abandonner leur quête, car ils avaient toujours une infime conviction et intuition que
plus loin dans la ténèbre de l'au-delà, qui est l'univers physique, je rappelle, se trouvaient d'autres âmes mondes. Et bien sûr, leurs intuitions se révéla bonnes, car un monde nouveau était en train de prendre forme dans un coin très reculé et isolé de la ténèbre de l'au-delà. L'esprit d'un noble et puissant titan sommeillait en son sein, et cet esprit commençait à s'éveiller, et à la surface de son monde également à la vie. C'est pas qu'il se réveillait de son sommeil, c'est juste que l'esprit du titan endormi à l'intérieur de ce monde était né, tout simplement. Et donc ce titan naissant se développa, et pendant cette période, des élémentaires se déchaîna et vagabonda à la surface de ce monde. Le seul problème de ce monde-là, c'est que l'âme monde était tellement vaste et puissante qu'elle avait consommé et consumé le cinquième élément, qui est l'esprit. Et l'esprit, elle l'avait pas consumé totalement, mais en très très grande partie. Et donc cet esprit, ça servait à maintenir l'équilibre entre les 4 autres éléments, qui sont l'air, le feu, la terre et l'eau. Et bien sûr, sans cet équilibre, les élémentaires devenaient incontrôlables et destructeurs. Et ça provoqua à la surface de ce monde un chaos sans précédent. Et comme vous l'aurez deviné, ce monde, justement naissant, et bien plus tard va porter le nom d'Azeroth. Donc ce monde-là qui a consommé son cinquième élément, dont l'âme-monde a consommé le cinquième élément, et que cet âme-monde est très vaste, très puissant, et voilà. Oui, très noble, très puissant, très vaste, tout ce qu'on veut. En fait, voilà, c'était Azeroth. Et c'est Azeroth, justement. Et donc les élémentaires se livrent une guerre constante, sans ménagement, sans jamais de temps de pause. Nous avons 4 seigneurs élémentaires qui a été plus puissants que tous leurs congénères, et donc qui a pris le contrôle de leurs armées. On a tout d'abord Alakir, le seigneur des vents, qui était le plus rusé, qui était le plus rusé. Quand on avancera dans l'histoire, vous comprendrez, mais ceux qui ont joué à l'extension Cataclysme comprennent là où je veux en venir. Donc le plus rusé, c'est-à-dire que il envoya des espions, donc ses propres élémentaires de vent, espionner ses ennemis et foutre un peu le bordel ici et là pour créer des discordes et puis affaiblir ses ennemis. Donc à son approche, il y avait des vents qui mugissaient, ça grondait pas mal, et des orages qui grondaient aussi à son approche. Le deuxième, qui est le plus chaotique et le plus dangereux de tous, qui est Ragnaros, le seigneur du feu. Il était le plus incontrôlable et le plus impétueux des 4. Il méprisait Alakir et ses méthodes un peu fourbes. Lui, et tous ses élémentaires aussi, préféra la force brute, tout simplement. Des volcans éclata et crachant des rivières de feu où il passait. Donc ça raccord avec leurs éléments, tous les deux. Et son seul désir à Ragnaros, c'était de réduire le monde en cendres, les montagnes en scories fumantes, de faire bouillir les
les océans, et en fait que Azeroth soit réduit en état de cendre, que la planète soit morte sous un océan de feu. Voilà son désir. Et bien sûr, à cause de ça, tous les autres seigneurs élémentaires et élémentaires le détestaient, voire le haïssaient. Alors en troisième, là on commence à rentrer dans les seigneurs élémentaires un peu plus pondérés. Hein. Donc nous avons Terrazane, la pierre mère, la plus solitaire des seigneurs élémentaires. C'est la seule femme des quatre. On peut appeler ça une femme. Hein. Vous allez comprendre plus tard. Elle était très soucieuse de ses enfants. Elle protégeait ses congénères. Et elle préférait dresser d'immenses montagnes pour protéger les siens et repousser les assauts de ses ennemis. Et quand ses ennemis étaient épuisés par cette grande muraille, Terrazane elle-même se montra et engloutit ses ennemis dans la terre. Et puis pour les rares survivants, parce que ça peut arriver, elle invoqua donc ses gardiens, qui étaient d'immenses montagnes vivantes, donc des très très grands élémentaires, de pierre et de cristal. Pourquoi le cristal? On va y venir quand on voit les modèles des seigneurs élémentaires. Et enfin, on a le plus sage des quatre, qui est Neptulon, qu'on appelle aussi le chasse-marée. Alors lui, il se laissait pas abuser par les complots d'Alakir. Il s'en foutait, mais royalement, des conflits entre l'air, le feu et la terre. Et bien sûr, il va pas envoyer les siens s'écraser sur les murs de Terrazane. Il était le plus pondéré des quatre, mais aussi le plus réfléchi. Car même s'il ne voulait pas participer aux guerres entre les trois éléments à la surface, dans son élément qui est l'eau, on l'a bien compris, il ne se laissa pas faire, car lui et les siens, quand des ennemis venaient leur rendre visite, il divisa les rangs de ses ennemis, ainsi afin de les vaincre plus facilement et les mettre en déroute. Et ceux qui avaient survécu, donc les fuyants, ceux qui cherchaient à fuir, se fait écraser par un immense raz-de-marée plus haut que les murs de Terrazane, donc provoqué par le fameux Neptulon. Cette guerre sans cesse, sans fin, la domination des élémentaires variait sans cesse. Des fois c'était Ragnarok, des fois c'était Alakir, des fois c'était Terrazane, une autre fois Neptulon, et ça changeait comme ça tout le long. Mais pour eux, c'était pas une catastrophe, car l'état calamiteux où se trouvait Azeroth à ce moment-là, car elle était ravagée par les guerres élémentaires, pour eux c'était leur seul désir, car dans ce grand chaos éternel, ils trouvaient le monde magnifique. Voilà. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, pour cette histoire. La prochaine fois, nous allons voir l'arrivée des dieux très anciens et la découverte d'Azeroth par les titans. Voilà, mes chers petits amis. Donc, la famille des quatre. Les voici. Donc, tout en haut, ici, nous avons Alakir, le seigneur des vents. Alors, ces couleurs un peu foncées ne correspondent pas vraiment à ses vraies couleurs à lui. C'est plutôt dans les gris blancs, parce que tout là, ça représente du vent, tout simplement. Après, là, c'est son armure et tout ça. Ensuite, ici, il est un peu plus petit que l'original. Nous avons Ragnarok, donc le seigneur du feu. Ici, nous avons Terrazane, la pierre mère. Et bien sûr, ce que cachent ses cheveux, c'est ses nichons. Exactement.
Voilà, voilà. Et donc en bas, nous avons Neptulon, le chasse-marée. Voilà la gueule des seigneurs élémentaires d'Azeroth. Mais écoutez, mes petits amis, je vous remercie d'avoir écouté la vidéo jusqu'ici. On se retrouve donc une prochaine fois pour la suite de notre histoire. Et si jamais un hors-série est prévu, vous aurez une bande-annonce, il n'y aura pas de souci. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée ou soirée et je vous dis à plus.